Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Florian, Créative Handicap, toujours en direct de mon balcon, mais cette fois-ci avec un petit polaire sur moi parce qu'il fait un peu froid en cet Xème jour de confinement. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors aujourd'hui, là, on écoute de la musique mexicaine. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'une dame, une artiste qui s'appelle Magdalena Frida Carmen Calderón, ou soit simplement Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle est née le 6 juillet 1907 dans la Casa Azul, la Maison Bleue. Elle est née dans le sud du Mexique. Elle est morte le 31 juillet 1954 dans cette même maison, et cette même maison, c'est l'actuel musée Frida Kahlo. Alors elle va changer son année de naissance de 1907 pour 1910. Alors 1910, pourquoi? C'est pas du tout pour se rajeunir, hein. Elle était pas tellement coquette, mais c'était bel et bien pour avoir un lien direct avec la révolution mexicaine qui va durer 10 ans, de 1910 à 1920. Alors Frida, elle est de condition aisée, une famille aisée, c'est la troisième des 4 filles de Mathilde. Sa mère est d'origine hispano-amérindienne et son père, Guillermo Kahlo, lui est d'origine hongro-allemande. À l'âge de 6 ans, Frida est de santé fragile et on va lui diagnostiquer une poliomyélite. Alors cette maladie infectieuse, elle va provoquer une atrophie de sa jambe droite et son pied ne grandira plus. Il n'atteindra jamais la taille qu'il devait avoir. C'est ce qui va lui valoir le surnom à l'école de Frida la Coja, c'est la boiteuse, par ses camarades de classe. Alors elle va toujours porter des longues robes qui... tout le monde va se moquer d'elle à l'école. Et pourtant en 1922, elle est brillante. Alors âgée de 16 ans, elle quitte le cours supérieur du collège Alemán à Mexico et elle va intégrer la Escuela Nacional Preparatoria, qui est considérée comme le meilleur établissement scolaire du Mexique. Là, elle veut devenir médecin. 1965 garçons pour 35 filles. La parité n'était pas vraiment de mise à l'époque. Et pourtant, là-bas, elle va s'y faire des amis fidèles, actifs, créatifs. Il crée même un petit groupe qui se fait appeler les cachuchas, c'est-à-dire les petites casquettes. Ils font des débats politiques, des farces organisées. Et Frida était l'une des meneuses du groupe. Le 17 septembre 1925, elle prend le bus pour rentrer chez elle après ses cours. Et là, c'est le drame. L'autobus sort de la route, percute un tramway. Plusieurs personnes trouvent la mort et Frida est grièvement blessée. Elle a 2 côtes fracturées, sa clavicule est disloquée, sa jambe, son pied sont écrasés. Mais le plus grave, ce fut sa colonne vertébrale, qui fut touchée en 3 endroits, de même que son bassin, et sa cavité pelvienne qui fut transpercée par une barre en métal. Ce traumatisme va être responsable d'un syndrome d'Asherman, et sera la cause de fausses couches, plus tard de Frida Kahlo. Inconsciente plusieurs semaines, dès son réveil, elle demande à son père des fournitures pour peindre. Les médecins la donnaient perdue, mais elle est encore là. Alors là, son père conçoit un système pour qu'elle puisse peindre allongée, un miroir au-dessus d'elle. Et son premier dessin fut l'accident de bus, reproduit au crayon. Et elle dira que la peinture m'aide à vivre ce que peindre et voir ses proches, ça m'aide à me rétablir. Elle reste alitée pendant 3 mois, dont 1 mois à l'hôpital, mais environ 1 an après l'accident, elle doit retourner à l'hôpital. Parce qu'on remarque encore qu'une de ses vertèbres lombaires est fracturée. Elle sera contrainte de porter durant 9 longs mois des corsets en plâtre. C'est alors qu'elle commence à peindre. Et pour l'aider, ses proches placent un baldaquin au-dessus de son lit avec le fameux miroir pour ciel. Elle peut ainsi se servir de son reflet comme modèle, ce qui est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle va réaliser. Sur 143 tableaux, 55 sont des autoportraits. Et là, elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales qui vont l'obliger à rester couchée sur un lit d'hôpital. Elle confiera: il y a 2 accidents dans ma vie. L'un, lorsque le bus a heurté le tramway. L'autre, ça a été Diego. Diego, en 1928, son amie la photographe Tiena Modotincinte, elle l'incite à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Elle est profondément engagée et elle s'intéresse particulièrement à l'émancipation des femmes dans la société mexicaine, qui à l'époque est encore très très machiste. Et dès son jeune âge, elle ne veut pas suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines. Elle a un désir de voyage, d'études, elle veut la liberté de plaisir, et cette même année, Frida rencontre pour la première fois Diego Rivera. C'est un artiste, il est respectable, il est expérimenté, elle veut lui montrer son travail dans l'auditorium de son école, parce que lui faisait une peinture murale. Donc elle lui montre ses peintures et il les trouve excellentes. Tellement excellentes que Frida va épouser Diego Rivera, qui a 21 ans de plus qu'elle, et elle l'épouse le 21 août 1929. Le couple est d'ailleurs tant différent de par l'âge que par le physique.
Et le couple était surnommé l'éléphant et la colombe. Et il s'installe à Mexico dans un atelier. Et là, Diego ne tarde pas à tromper Frida, répétant l'histoire de ses deux mariages précédents d'ailleurs. Mais Frida ne le confrontera jamais. Et elle va se venger avec de nombreuses relations extra-conjugales, dont une avec un nommé Léon Trotsky, qui est hébergé chez eux. Frida est bisexuelle et elle séduit de nombreux hommes, de nombreuses femmes. Voilà. Et bien que compliquée, la relation avec Diego est véritablement passionnée. En novembre 1930, ils emménagent à San Francisco parce que Rivera a été chargé de réaliser des peintures murales pour l'actuel San Francisco Art Institute. Et là, il y subit sa première fausse couche. Et lors de leur séjour à Détroit, après avoir espéré mener sa seconde grossesse à terme, elle fait une autre fausse couche, le 4 juillet 1932. Toutes ces grossesses seront vouées à l'échec. Alors elle reflète ses sentiments, son impression de solitude, d'abandon, après la perte de l'enfant dans le tableau Henry Ford Hospital ou le lit volant, dans lequel elle peint un fœtus masculin surdimensionné, en position embryonnaire. L'enfant perdu lors de la fausse couche, c'était le petit Diego. Après ce pénible épisode, Frida Kahlo peint des tableaux qui traduisent sa lassitude, son dégoût des États-Unis, son dégoût des Américains, alors que son mari, lui, reste fasciné par ce pays et ne veut pas le quitter. Elle exprime son point de vue sur le pays des gringos dans Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et dans Ma robe est suspendue là-bas. Malgré son admiration pour le progrès industriel des États-Unis, la nationaliste mexicaine se sent mal à l'aise de l'autre côté du Rio Grande. Entre-temps, la mère de Frida meurt en 1932 et en décembre 1933, Diego Rivera consent à rentrer au Mexique. En 1934, après une troisième fausse couche, Frida Kahlo découvre que son mari a une liaison avec sa sœur, Christine. Profondément blessée, elle quitte le foyer pour un appartement au centre de Mexico. Et en 1935, elle ne réalise que 2 tableaux, dont quelques petites piqûres, qui évoquent un meurtre par jalousie perpétré sur une femme. En 1937, l'asile politique est accordé à Léon Trotsky et sa femme, qui sont accueillis par Frida et Diego à la Casa Azul, la fameuse maison bleue. Et là, une brève liaison que l'on dit passionnée se développe entre Trotsky et Frida. Au début du mois d'octobre 1938, elle présente ses œuvres dans la galerie de Julian Levy à New York. La moitié des 25 œuvres présentées y sont vendues et pendant son séjour, elle a une liaison avec le photographe Nicholas Murray. En 1939, elle se rend à Paris à la grande exposition sur le Mexique qui est organisée par le gouvernement Lazaro, à la galerie Renou et Pierre Coll. Elle loge chez André Bretonner, rencontre les peintres comme Tanguy, Picasso, Kandinsky. Elle aime pas du tout Paris, elle trouve ça sale, la nourriture ça lui va pas. Elle fait part de son profond dégoût pour les intellectuels parisiens que sont les surréalistes. Et en décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Mais ils se remarient à San Francisco en 1940. Jour de l'anniversaire de Diego, le 8 décembre. Et là, il s'installe dans la Casa Azul, après la mort de son père, à Frida. En 1942, l'artiste commence son journal où elle commente son enfance, sa jeunesse, sa vie. Sa même année, elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana, qui est une organisation qui a été créée par le ministre des Affaires culturelles et composée de 25 artistes et intellectuels. Là, sa mission, c'est d'encourager la diffusion de la culture mexicaine en organisant des expos, des conférences et la publication d'ouvrages. En 1943, elle dirige une classe de peinture à l'Académie des Beaux-Arts, mais sa mauvaise santé l'oblige à enseigner chez elle. Là, il y a des douleurs permanentes dans le pied droit, dans le dos qui l'empêchent de marcher correctement. Et elle doit porter un corset de fer que l'on retrouve dans La colonne brisée, un de ses tableaux. En juin 1946, elle subit une opération de la colonne vertébrale qui va laisser 2 immenses cicatrices dans le bas du dos. Au printemps 1953, la photographe Lola Alvarez organise la première exposition monographique de Frida Kahlo au Mexique. Son médecin lui interdit à Frida de se lever et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle est transportée jusqu'à la galerie pour participer au vernissage. En août 1953, on lui ampute la jambe droite jusqu'au genou à cause d'une gangrène. Cette opération apaise ses souffrances mais la plonge dans une profonde dépression. Elle est affaiblie aussi par une grave pneumonie et elle meurt dans la nuit du 13 juillet 1954, 7 jours après son 47e anniversaire officiellement d'une embolie pulmonaire. Elle laissera dans son journal ces derniers mots « J'espère un départ heureux et je n'espère ne jamais revenir ». Son dernier tableau appelé Pastèque
sera achevée 8 jours avant sa mort. Une composition apparemment simple, en représentant plusieurs pastèques découpées ou entières, et qui révèle une phrase gravée sur un quartier peint en bas au centre. Viva la vida, rendant ainsi sa dernière œuvre bien plus évocatrice et symbolique qu'il n'y paraît. Frida sera incinérée le 14 juillet comme elle le désirait. Elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être enterrée couchée ayant trop souffert dans cette position au cours de ses nombreux séjours à l'hôpital. Et ses cendres reposent aujourd'hui dans la Casa Azul, à Coyoacán, là où elle est née, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son visage d'ailleurs. Alors 150 tableaux réalisés. L'art de Frida a inspiré d'autres artistes comme The Broken Column, traduisons par la colonne vertébrale brisée. Ce tableau, il a inspiré Jean-Paul Gaultier pour créer la robe de Mila Jovovich, l'actrice dans le film de Jean-Luc Besson, Le 5e élément. Alors ce tableau, format paysage dont le fond aux 2/3 montre une prairie, aux nuances de vert, qui est surplombée par un ciel bleu légèrement voilé. Il nous impose au premier plan une femme, Frida en l'occurrence, de face, une chevelure noire en arrière, tombant dans son dos, un visage fermé, impassible, ses sourcils apparents, d'un noir profond et d'un trait continu, des sourcils cynophydriques, qui sont symboles de Frida, qui sont présents sur chacun de ses autoportraits. Ses sourcils se rejoignaient. Elle est peinte de face, nue sous une robe blanche étrange, faite de bandes de tissu. Il y a 2 bandes de chaque côté des clavicules qui pendent, qui relient une bande horizontale au-dessus de sa poitrine, nue aussi, qui ne présente d'ailleurs ni mamelon ni téton, comme si son corps était dépourvu de sexualité ou plutôt de maternité. Et sous cette poitrine, 3 autres bandes horizontales qui sont séparées et qui descendent jusqu'à ses hanches. Et cette étrange robe qui prend forme commune à partir des hanches, parce qu'elle est soutenue par les 2 mains de Frida, comme si elle l'étalait devant ses cuisses et ses jambes, pour les cacher par l'étoffe dépliée. Une déchirure de sa peau, de dessous le menton jusqu'à l'os pelvien, comme si ses chairs rouges, d'un rouge profond d'ailleurs, étaient écartées pour nous révéler une colonne, cette fois-ci une colonne grecque, fissurée, symbole de sa propre colonne vertébrale qui est mise à mal. Le mal symbolisé par une multitude d'épingles piquées tout au long de son corps, qui mêlent la douleur omniprésente à l'incontournable outil de la couturière, l'épingle ou l'aiguille. Frida reste une personnalité différente, qui va forcer l'admiration par sa combativité, son amour de la vie malgré ses épreuves, son engagement artistique. Elle va rester un symbole de la féminité, un modèle de liberté et de compassion envers les animaux, qui sont presque omniprésents dans ses peintures. Et le plus étonnant, ne serait-ce pas de peindre et de transcender la douleur, les frustrations, les drames qui ont ponctué chaque instant de sa vie, en œuvres colorées, chatoyantes, qui vont séduire tout à chacun au premier abord, et en invitant dans un second temps à réfléchir, interpréter et comprendre cette phrase qui résonne comme une épitaphe d'espoir. Viva la vida. Voilà, à bientôt. Bon confinement et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.